Pour qu'une société évolue rapidement, il faut lui en donner les moyens, notamment en lui donnant à manger. Bonjour, chers amateurs d'histoire. On avait vu dans le chapitre précédent à quel point le début du Moyen Âge avait été une période plutôt régressive dans plusieurs domaines, notamment au niveau du droit, au niveau de la politique, au niveau social également. Il y avait eu plusieurs régressions importantes, même s'il y a des nuances à porter sur le Moyen Âge qui n'étaient pas si sombres. Mais dans le chapitre actuel, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va voir à quel point le Moyen Âge, autour de l'an 1000, devient une période beaucoup plus dynamique, beaucoup plus fertile, où est-ce que les choses évoluent rapidement dans bien des domaines. Autrement dit, on va voir comment l'Occident se renouvelle autour de l'an 1000 et c'est ce qu'on va appeler le renouveau du Moyen Âge. On avait vu précédemment que le début du Moyen Âge est une période difficile à bien des égards, notamment les villes qui régressent. Alors, les villes qui ne sont pas très appréciées par les envahisseurs germaniques deviennent rares et petites. Et de ce fait, comme le commerce dépend beaucoup des villes, le commerce va en subir les conséquences. Le commerce sera soit extrêmement localisé, ou bien ça sera un commerce de luxe seulement pour les plus privilégiés qui achètent des produits qui viennent de très loin. Autrement dit, il y a beaucoup moins de commerce qu'auparavant. D'autre part, c'est un monde qui, fuyant la ville, devient essentiellement agricole. L'essentiel de l'économie repose sur l'agriculture et peu de gens habitent réellement en ville à l'époque. Et du fait que les envahisseurs germaniques n'apprécient pas l'importance de l'instruction, l'importance de la littérature et de la littératie, eh bien, on aura affaire à un monde dans lequel il y aura peu de gens instruits, malgré les efforts de Charlemagne qui avait créé des écoles. Alors, les gens instruits principalement, ce sont encore les prêtres. Autour de l'an 1000, les choses ont commencé à changer grâce notamment à des innovations agricoles. C'est que de nouvelles inventions ou de nouveaux procédés pour faire de l'agriculture vont permettre de nourrir davantage la population, diversifier les activités économiques et de ce fait donner un impact important dans l'évolution de la société. Mais voyons voir comment l'agriculture progresse autour de l'an 1000. C'est qu'on va connaître essentiellement 5 innovations agricoles, 5 nouveaux procédés. Le premier de ces procédés ou la première de ces innovations, c'est la charrue. La charrue qui va remplacer la herse. C'est qu'autrefois, lorsqu'on voulait faire de l'agriculture, on passait la herse dans les champs. La herse, c'est un genre d'engin qui égratigne le sol et qui crée des petits filons dans lesquels on va semer les grains qui vont pousser ensuite, les grains de blé notamment. Le problème avec la herse, c'est qu'elle se contente d'égratigner le sol et on n'arrive pas à aller chercher les nutriments qui sont plus au fond de la terre, plus creux dans la terre, et de ce fait, la terre finit par s'épuiser et devenir stérile quand on la cultive trop longtemps. C'est là qu'intervient l'invention de la charrue. La charrue, qu'on appelle la charrue asymétrique, va faire elle aussi un sillon, mais un sillon beaucoup plus profond, du fait que c'est une lame qui retourne la terre et qui va chercher la terre du fond pour la ramener en surface. Et par ce procédé-là, on va aller chercher les nutriments qui sont plus au fond. Et ainsi, avec la charrue, on parvient à conserver la terre fertile beaucoup plus longtemps qu'auparavant, du fait qu'on va chercher les nutriments dans le fond. Une autre innovation qui va faciliter le travail des agriculteurs au Moyen Âge, c'est l'invention de la faux de boue qui va remplacer la serpe. En effet, c'est qu'autrefois, lorsque venait le temps de la moisson, où est-ce qu'on recueillait le blé qu'on avait semé, on utilisait un instrument, une lame courbe extrêmement courte qu'on appelait la serpe. Il fallait donc se pencher pour couper les gerbes de blé et ça prenait donc beaucoup de gens pour recueillir l'ensemble du blé qu'il y avait dans le champ. C'est là qu'intervient l'invention de la faux de boue. On voit ici que la faux de boue est une longue lame qui permet à son utilisateur de couper des grandes gerbes de blé tout en restant debout. Et de ce fait, son travail s'en trouve facilité et
Une seule personne munie d'une faux de boue va pouvoir faire le travail de plusieurs personnes avec une simple serpe. Et de la sorte, les agriculteurs au Moyen Âge vont pouvoir économiser beaucoup en main-d'œuvre et en heures de travail pour faire le même boulot qu'autrefois. Une autre invention incontournable du Moyen Âge, c'est celle du collier rigide, le collier d'épaule qu'on pose sur les épaules du cheval. C'est qu'autrefois, lorsqu'on voulait labourer un champ ou tirer une carriole, le cheval était attaché au cou et ça avait tendance à étouffer le cheval lorsque la charge était trop lourde parce que la corde se serrait et ça l'étranglait. Mais on va finir par inventer un collier qui se pose sur les épaules du cheval et à partir de ce moment-là, le cheval va tirer avec ses épaules au lieu d'avec son cou, ce qui va lui conférer beaucoup plus de force qu'auparavant et il va pouvoir tirer à ce moment-là des charges beaucoup plus lourdes et aider d'ailleurs au labour en tirant même la charrue. L'avantage que ça aura, c'est que le travail des labos va se faire plus rapidement et surtout, le transport des marchandises, que ce soit le blé ou bien d'autres marchandises, va pouvoir se faire de façon beaucoup plus aisée. Parce qu'autrefois, pour tirer des chariots pleins de marchandises ou pleins de blé, ça prenait des bœufs. Et les bœufs, le bœuf est un animal beaucoup plus lent que le cheval, mais à partir du moment où la carriole est tirée par un cheval, cette carriole peut aller beaucoup plus loin qu'auparavant, beaucoup plus vite, et de ce fait, le réseau de distribution des biens va être beaucoup plus large qu'autrefois. Une autre innovation qui joue un rôle majeur au Moyen Âge, c'est l'invention de l'assolement triennal. Il faut d'abord se mettre dans le contexte, c'est que j'ai parlé auparavant des terres qui s'épuisent. C'est parce qu'à l'époque, on a peu d'engrais et surtout pas de l'engrais chimique. Et donc, c'est facile d'épuiser les terres à force de les cultiver. Et la méthode qui s'imposait au début du Moyen Âge et aussi durant l'Antiquité, c'était la méthode de la jachère. C'est qu'on séparait la terre en deux et on ne cultivait seulement qu'une moitié de la terre. Et on laissait pendant un an l'autre moitié de la terre se régénérer et de cette façon-là, on épuisait moins les terres à long terme. Le problème, c'est que ce n'était pas suffisant. Si on sépare seulement la terre en deux, ça donne seulement un an pour la moitié de la terre pour se régénérer. Et au bout d'un certain temps, les deux moitiés de la terre s'épuisaient également. Alors, au Moyen Âge, on va avoir l'idée de séparer la terre en trois. C'est ce qu'on appelle l'assolement triennal. Donc, la première année, on cultive seulement un tiers du champ, et ensuite le deuxième tiers, et ensuite le troisième tiers, ce qui donne le temps à chacun des tiers de se reposer 2 ans avant d'être réutilisé. De la sorte, la terre s'épuise beaucoup moins. Évidemment, on cultive une portion moindre de la terre, mais à long terme, les effets sont bénéfiques du fait que la terre s'épuise beaucoup moins et a moins de chances de devenir infertile. Enfin, une autre invention qui va jouer un rôle majeur au Moyen Âge, c'est l'invention du moulin. Entendons-nous bien, le moulin existait déjà dans l'Antiquité, les Romains l'utilisaient, mais très peu. Alors, on avait beaucoup d'esclaves qui pouvaient faire le même travail que faisait un moulin. Mais au Moyen Âge, on commence à l'utiliser davantage et l'invention se diffuse dans l'ensemble de l'Occident. Et quel est l'usage du moulin en tant que tel? C'est que grâce à l'énergie du vent ou l'énergie de l'eau, quand on a un moulin à eau, on arrive à faire tourner une meule qui va broyer le blé. Alors, auparavant, lorsqu'on voulait moudre le blé pour obtenir une farine, il fallait le faire manuellement, ce qui était un travail extrêmement pénible, extrêmement difficile physiquement. Mais là, maintenant, la machine, le moulin, le fait tout seul parce que le blé est broyé par la meule. Et on a besoin à ce moment-là seulement d'un meunier qui, s'il ne dort pas, va réussir à faire le travail qu'autrefois on faisait à plusieurs personnes. Et donc, le moulin ne produit pas plus de blé, sauf qu'on va pouvoir moudre le blé de façon beaucoup plus rapidement et sauver énormément de main-d'œuvre et d'efforts par la même occasion. Ainsi, ces 5 innovations, ces 5 inventions vont avoir un effet considérable pour la suite des choses. Il faut savoir que
Auparavant, lorsqu'on semait un grain de blé, on recueillait généralement, une fois l'été terminé, on recueillait environ 2 ou 3 grains de blé. Alors, un grain de blé donnait 2 ou 3 grains de blé. Et il y en a un parmi ceux-ci qu'on devait conserver pour l'année suivante, pour le semer à nouveau. Donc, on voit que les rendements étaient très faibles. Avec les innovations dont on vient de parler, les rendements vont être beaucoup plus importants. Ils sont très faibles comparés à ceux de notre époque, mais un grain semé va donner entre 6 et 10 grains de blé, ce qui fait à tout le moins une augmentation de 300%, ce qui est considérable pour les gens de cette époque-là. Et qu'est-ce que ça va donner en bout de ligne? C'est qu'on va régler le problème de la famine. Alors, la famine va devenir rare, isolée comparée auparavant où est-ce qu'elle était très régulière. Et du fait de cette meilleure production, on va dégager des surplus agricoles qui pourront être vendus, ce qui va dynamiser évidemment le commerce. Et surtout, c'est que ces meilleurs moyens de production vont permettre de libérer des travailleurs qui pourront effectuer d'autres tâches que de travailler dans les champs. De ce fait, ça va dynamiser considérablement l'artisanat et par le fait même le commerce aussi. Alors, à partir du moment où l'agriculture devient beaucoup plus productive, on assiste à la renaissance du commerce. Alors, si on regarde l'évolution des choses, au 10e siècle, le commerce était encore très occasionnel. C'était surtout un commerce de luxe. Mais 3 siècles plus tard, au 13e siècle, il y avait des villes entières qui vivaient du commerce. Par exemple, Venise ou Gênes ou Florence. Au départ, les marchands sont de simples marchands itinérants qui décident de se lancer à l'aventure en achetant des denrées à un certain endroit et à les vendre à un autre endroit où est-ce qu'elles coûtent plus cher. Et ces marchands itinérants du début finissent par s'organiser en se groupant en associations qu'on appelle des guildes. Alors, en s'associant, les marchands réduisent les risques. Par exemple, des marchands tout seuls sur les grandes routes risquent d'être attaqués par des brigands, mais s'ils sont plusieurs et créent un convoi, une sorte de caravane, ben, en bout de ligne, ils sont moins faciles à attaquer. Et même en unissant leurs ressources, ils peuvent engager des hommes d'armes qui pourront les défendre sur la route, des gens qui savent se battre et qui sont armés adéquatement. C'est donc avec la Renaissance qu'on assiste à l'organisation des guildes de commerce, donc des associations de commerçants. Vont se créer à cette occasion 2 grands axes commerciaux. L'axe nord-sud qui part de l'Italie, d'où on importe du vin, de l'huile et plusieurs produits méditerranéens, pour les amener vers le nord, vers les mers du Nord, vers la France, vers l'Angleterre, ou au contraire, qu'est-ce qu'on a échangé? Ce sont des harengs, de l'étain, de la laine, des draps des Flandres, etc. Donc, un axe nord-sud. Et il y a aussi, à l'époque, un axe est-ouest qui part de l'Italie, encore une fois, pour aller vers l'Orient, d'abord vers Constantinople, d'où partent des caravanes qui vont se rendre jusqu'en Chine ou jusqu'en Inde. Et le commerce est-ouest exporte vers l'Orient des produits européens, comme de l'étain, comme de la laine, comme tous les produits européens qui existent à cette époque-là, en échange de produits qui n'existent pas en Europe, comme de la soie, des épices, etc. On remarquera à cette occasion que l'Italie est extrêmement bien située pour ce commerce-là. Elle est au milieu des 2 principaux axes et donc elle va devenir la plaque tournante du commerce. Et ce n'est pas un hasard si la Renaissance va avoir lieu en Italie, justement. L'Italie est extrêmement favorisée par le commerce. De ce fait, le commerce prend beaucoup plus d'expansion qu'au début du Moyen Âge et des volumes de plus en plus gros de marchandises vont transiter d'une région à l'autre. Et à partir de ce moment-là, on va assister à la réapparition de la monnaie. La monnaie existait encore au début du Moyen Âge, mais celle-ci était devenue rare. On utilisait des petites monnaies dans des métaux moins précieux comme le bronze. Mais maintenant qu'on a des grands volumes d'échanges, les monnaies en métaux précieux comme les monnaies d'argent et les monnaies d'or redeviennent pertinentes et elles permettent de faire des plus grandes transactions.
Et c'est la raison pour laquelle des grandes villes, notamment des villes italiennes qui vivent essentiellement du commerce, donc plusieurs grandes villes italiennes vont produire à nouveau des monnaies d'or, ce qu'on ne voyait presque plus depuis l'Antiquité. On peut mentionner entre autres le florin qui est utilisé à Florence ou le ducat qui est en vogue à Venise. Évidemment, cette réapparition de la monnaie va occasionner aussi un développement des activités bancaires. Alors, des banquiers italiens surtout. C'est que plusieurs marchands ou artisans prospères qui ramassent beaucoup de capitaux s'improvisent banquiers au début, commencent à prêter de l'argent. Le crédit se développe de plus en plus, mais aussi d'autres activités. D'autre part, la comptabilité va devenir pertinente à cette époque-là. Vont se créer aussi des sociétés maritimes. Qu'est-ce qu'une société maritime? C'est que parfois des marchands ont des marchandises à transiter, mais qui ne prennent pas beaucoup de volume. Il devient pertinent à ce moment-là, au lieu d'affréter un navire au complet, de réserver seulement une partie de la cale pour nos marchandises. Et donc, des sociétés vont se spécialiser dans le transport et dans la réservation de portions de la cale d'un navire pour différents marchands. C'est au Moyen Âge également qu'on invente la lettre de change. La lettre de change, en fait, c'est l'ancêtre du chèque. C'est que, imaginez la situation où un marchand européen se rend jusqu'à Constantinople et il vend ses marchandises là-bas et on lui donne en échange des pièces d'or. Qu'est-ce qui arrive, c'est que lors de son retour, il est exposé au danger des pirates, au danger des bandits qui risquent de lui subtiliser les pièces d'or. C'est là que la lettre de change intervient. Le marchand, une fois qu'il a fait le plein en pièces d'or, va aller chez un banquier italien qui a pignon sur rue à Constantinople, et là, il va déposer son or. Et en échange, le marchand va lui donner une lettre de change qui prouve qu'il a déposé un tel montant à la banque. Et ensuite, lors de son retour, si jamais il rencontre des bandits, des brigands, des pirates, ils ne trouveront probablement pas la lettre de change qui est beaucoup plus facile à cacher. Et si son navire coule, il peut quand même transporter sa lettre de change alors que le coffre d'or va couler au fond. Et une fois de retour en Italie, il va aller chez le même banquier qui a une succursale évidemment en Italie même, à Venise, à Florence ou peu importe, et muni de sa lettre de change, il pourra obtenir l'or auquel la lettre de change correspond. Alors donc, c'est l'ancêtre du chèque et ça va faciliter considérablement les échanges commerciaux. Ainsi, comme on le voit, le commerce prend de plus en plus d'importance, de plus en plus d'expansion, ce qui fait que les marchands eux-mêmes vont être de plus en plus nombreux et de plus en plus influents. Alors, ils jouent un rôle de plus en plus moteur à l'intérieur d'une cité et de ce fait, ils vont l'influencer et ils vont apporter, entre autres, une nouvelle mentalité. C'est que avec les marchands, l'argent va devenir un moyen de promotion sociale. C'est que auparavant, pour être influent, pour être riche, il fallait posséder des terres. Et qui les possédait? Uniquement les nobles. Alors donc, les nobles qui se léguaient leurs terres de génération en génération. Mais là, maintenant, avec les marchands, on prouve que la réussite sociale peut passer par autre chose que la possession des terres, par le succès commercial. Et de ce fait, l'argent devient l'athlé de bout de ce système. En plus, le rapport à l'argent va changer. À l'époque où c'était les nobles qui régnaient sur la société, ces gens qui possédaient des terres et qui avaient des revenus réguliers d'année en année, ne se souciaient pas spécialement de l'argent à venir. Et leur modèle de gestion était, disons, à court terme. Alors que les marchands, eux, vont apporter une nouvelle vision de l'argent, de la monnaie. C'est la fin de l'insouciance en quelque sorte. L'argent devient une réalité vivante. L'argent n'est pas là pour être gaspillé. Hein. Les marchands ont travaillé fort pour obtenir cet argent et cet argent-là continue d'être l'attelé pour les succès futurs. De la sorte, le rapport à l'argent, comme je le dis, va changer. Il n'est pas là pour être gaspillé. Les dettes vont devenir héréditaires. Autrefois, si quelqu'un qui avait emprunté de l'argent avait le malheur de mourir, son héritier héritait de ses biens, mais il n'héritait pas de ses dettes. Mais sous la pression des banquiers, désormais, lorsque quelqu'un meurt, ses dettes doivent être léguées également à son héritier et l'héritier, pour bénéficier de son héritage, doit s'acquitter de ses dettes.
Autrement dit, c'est la fin de l'insouciance. Alors, on entre dans une nouvelle mentalité de prévoyance et de réalisme. Le marchand doit absolument prévoir les marchés futurs, les circonstances. S'il y a une guerre qui se déclare, certaines denrées vont augmenter en prix, d'autres vont devenir plus rares, etc. Alors, le marchand devient quelqu'un de réaliste, de prévoyant, et cette mentalité du marchand va influencer le reste de la société. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si l'horloge mécanique est inventée à cette époque-là. Autrefois, le rapport au temps était assez flou. On voyait dans le ciel où se situait le soleil et on déterminait l'heure à peu près. Alors, lorsqu'on se donnait rendez-vous, on se donnait un rendez-vous approximatif. Mais avec les marchands pour qui le temps, c'est de l'argent, qui ont beaucoup de choses à gérer à l'intérieur d'une journée, ils vont commencer à trouver intéressant d'avoir des horloges qui vont calculer le temps de façon plus précise et de façon régulière. Et le rapport au temps chez l'homme du Moyen Âge va changer progressivement avec l'introduction de cette horloge mécanique. Et cet essor du commerce va se doubler d'un essor des villes. En effet, dans la période entre le 11e siècle et le début du 12e siècle, on va assister à un essor des villes. Le nombre de villes va augmenter, celles-ci vont augmenter en taille également. Et si les villes augmentent en taille et en nombre, c'est tout simplement parce que le commerce s'y développe. Donc, la ville étant le meilleur endroit pour faire le commerce, parce qu'il y a davantage de gens, et comme il y a du commerce, ça attire davantage de gens également. Et donc, les villes augmentent en taille. Et évidemment, tout cela aura un effet sur la civilisation. On l'a vu précédemment, la ville est un milieu plus dynamique que les campagnes. Il y a davantage d'interactions entre les gens puisqu'ils sont plus nombreux. Des nouvelles idées éclosent plus aisément dans le milieu des villes que dans le milieu des campagnes. Et à l'intérieur des villes, il y aura davantage de marchands, mais également davantage d'artisanat puisque la clientèle est plus importante là-bas. Et les artisans deviennent donc de plus en plus nombreux. Il y a des artisans comme des maçons, des cordonniers, des tisserands, des teinturiers et tout ça. Et les artisans vont suivre le modèle des commerçants. Eux aussi vont s'unir, ils vont s'unir pour être plus forts, avoir un meilleur rapport de force face aux autorités politiques. Et les associations d'artisans, on va les appeler les corporations. Ces corporations vont être fondées pour protéger les artisans, fixer les prix, fixer les règles de commerce. Donc, les artisans s'unissent également. Et pourquoi le font-ils? D'abord parce qu'ils ont souvent plusieurs demandes à faire aux autorités seigneuriales qui contrôlent la ville au début, donc l'abolition de certaines taxes ou l'organisation de certains espaces pour favoriser leur métier et tout ça. Et évidemment, pour faire ces demandes aux seigneurs, il vaut mieux être plusieurs, donc pour avoir un meilleur rapport de force. Donc apparaissent ces associations d'artisans qu'on appelle les corporations. Donc, il y aura des corporations de maçons, des corporations de tisserands, de teinturiers également. Donc, des corporations pour représenter l'ensemble des métiers. Et ces corporations sont là pour protéger le métier concerné, pour fixer les prix et les règles de la concurrence, dans la mesure où est-ce que les membres de la corporation bénéficient de la protection de la corporation, mais en autant qu'ils respectent certaines règles également. Quelqu'un qui est au sein de la corporation et qui ne respecte pas les règles de la concurrence qui ont été établies par l'ensemble des artisans vont se voir expulsés naturellement. Et aussi, les corporations sont là pour assurer que chacun des membres est judicieusement formé pour exercer le métier. Donc, on établit les règles de formation, les critères de formation des artisans. Et normalement, la structure sera la suivante. Alors, quelqu'un qui commence dans le métier, c'est un tout jeune homme ou même un enfant qu'on appelle l'apprenti, qui apprend son métier sur le tas au sein d'un atelier sous la direction du maître. Et éventuellement, quand il obtient davantage de compétences, la corporation va le reconnaître comme un compagnon. Il pourra donc s'exercer dans n'importe quel atelier. Mais il y a un niveau supérieur, c'est le niveau de maître. Les maîtres, c'est ceux qui ont le droit de diriger un atelier.
et on ne donne pas ce statut-là à n'importe qui. Il faudra qu'il ait prouvé sa compétence auprès de la corporation, généralement en accomplissant un chef-d'œuvre, donc une œuvre particulièrement difficile. Un cordonnier, par exemple, aura à faire des chaussures particulièrement complexes à exécuter pour montrer son savoir-faire, et une fois les chaussures examinées par la corporation des cordonniers, on lui accordera peut-être à ce moment-là le statut de maître. À partir du moment où ce cordonnier obtient le statut de maître, il peut diriger lui-même son atelier de cordonnerie. Donc, en ville, il y a maintenant des nouveaux venus qui prennent de plus en plus de place. Les artisans, particulièrement ceux qui sont prospères, également les marchands, tous ces gens-là vont former une nouvelle classe sociale qu'on va appeler la bourgeoisie. Et la bourgeoisie, sa particularité, c'est que son pouvoir est basé désormais sur la richesse et non sur la terre comme les nobles. Et d'ailleurs, il y aura de plus en plus d'opposition avec le temps entre les nobles et les bourgeois. Nous y reviendrons. Et comme les villes vivent surtout du commerce et de l'artisanat, les représentants de ces métiers-là vont avoir un poids de plus en plus important dans la sphère politique de ces cités. Et dans certaines cités, les seigneurs vont cesser de devenir pertinents et ils vont être remplacés par les corporations et les corporations de métiers et les guildes de marchands. Et certaines villes vont carrément devenir des républiques, comme autrefois certaines villes comme Rome et bien d'autres. Alors, de ce fait, en Italie, un grand nombre de cités vont désormais devenir indépendantes et devenir des républiques gérées en grande partie par la classe sociale des bourgeois. C'est le cas notamment de Venise et de Florence. Et cette montée de la bourgeoisie, composée notamment des artisans et des marchands, cette montée de la bourgeoisie va se doubler d'un essor intellectuel et culturel. Je m'explique. C'est que un besoin va se faire de plus en plus grand pour les artisans d'avoir de l'instruction, parce qu'un artisan instruit, un marchand instruit qui sait lire et écrire pourra à ce moment-là être beaucoup plus efficace dans l'exercice de ses fonctions. Et donc, de plus en plus d'artisans prospères et de marchands voudront offrir à leurs enfants une éducation de qualité. Or, qui sait lire au départ? Essentiellement les prêtres et les moines, donc des gens d'église. Mais de plus en plus, les hommes d'affaires vont faire des demandes auprès de l'Église pour prêter, dépêcher auprès des villes des maîtres religieux qui seront en mesure d'enseigner à des jeunes enfants. Et de ce fait, il y aura des écoles qui vont être fondées dans plusieurs villes et ces écoles vont contribuer à former des gens instruits pour les générations suivantes. Et l'effet imprévu de tout ça, c'est que certains d'entre eux, ensuite, une fois grands, vont continuer à exercer le métier de leur père, alors devenir marchands, devenir artisans et tout ça, mais d'autres vont prendre goût à la connaissance et vont décider de devenir des maîtres, mais des maîtres laïcs qui vont se destiner à enseigner à d'autres étudiants. Et de ce fait, il y aura à l'intérieur des villes de plus en plus de maîtres laïcs en mesure d'exercer le métier d'enseignant. Comme c'est un métier à part entière, les enseignants, les maîtres vont s'unir entre eux et ils vont s'unir aussi avec leurs étudiants. Ils vont former une nouvelle corporation. Une corporation de métier qui va s'appeler en latin Universitas Magistorum et Scholarium, ce qui signifie Association des maîtres et des élèves. C'est ce qui va donner naissance aux universités. Les universités naissent vers 1180-1200. Et ces universités vont naître un peu partout en Europe et elles acquièrent avec le temps beaucoup d'autonomie. Alors, chaque université aura sa propre police, aura des exemptions d'impôts, elles auront leur propre juridiction, etc. Et ce qui est particulièrement fascinant à cette époque, c'est que ces universités qui se développent vont obtenir avec le temps un statut international. C'est-à-dire que n'importe quel maître qui est formé dans n'importe quelle université pourra exercer son métier n'importe où en Europe. Il va être reconnu comme un maître partout en Europe. Alors, un maître formé à l'université de Bologne en Italie pourra exercer l'enseignement à l'université de Cambridge en Angleterre ou à l'université de Paris en France. Et qu'enseigne-t-on dans ces universités? Pour l'instant, il n'y a que 4 facultés. La faculté de droit, celle de médecine, celle de théologie et celle de philosophie.
Alors, si on résume tout ce qu'on vient d'évoquer jusqu'à présent, l'essor du Moyen Âge commence avec des innovations agricoles, notamment la charrue, l'assolement triennal, etc. Et ces innovations agricoles vont occasionner un surplus de nourriture. Et de ce fait, on va pouvoir procéder à une division des tâches. Des gens vont pouvoir être nourris à faire autre chose qu'à chercher et à produire de la nourriture, et ça va occasionner une multiplication, un essor de l'artisanat, et par la même occasion, un essor du commerce. Et le commerce renaît donc durant cette période-là, ce qui occasionne par la même occasion la renaissance des villes. Et à l'intérieur des villes, les marchands s'organisent en guildes, les artisans s'organisent en corporations, et on assiste par la même occasion, avec ce commerce sans cesse florissant, à la renaissance de la monnaie. Je parle de la monnaie en or. Et aussi à la renaissance des activités bancaires, notamment avec la lettre de change avec les sociétés maritimes. Et tout ça amène une production en hausse de tous les biens, de l'agriculture, mais tous les biens artisanaux également. Et on assiste à davantage de création de richesses. Tout ça va occasionner une évolution plus rapide de la civilisation. On assiste notamment à la multiplication des écoles qui répondent aux besoins des marchands et des artisans. De la sorte, il y aura en Europe davantage de gens instruits, et de la sorte également, on va assister à une plus grande diffusion des idées. Les marchands qui se rendent jusqu'en Orient deviennent des vecteurs de civilisation. Ils ne vont pas seulement échanger et transporter des marchandises, ils vont amener avec eux des idées qu'ils ont glanées ailleurs. De ce fait, on assiste aussi par la même occasion à des changements au niveau de la mentalité. Ces marchands et ces artisans qui deviennent de plus en plus influents dans le monde économique vont amener leurs propres idées, en plus d'introduire les idées qu'ils ont contactées ailleurs, en Orient et dans d'autres villes européennes. Autrement dit, finalement, le fait de mieux nourrir la population aura des effets insoupçonnés, incalculables par la suite.